L'aveu de Guy de Maupassant. Le soleil de midi tombe en larges pluies sur les champs. Ils s'étendent onduleux entre les bouquets d'arbres des fermes et les récoltes diverses, les seigles mûrs et les blés jaunissants, les avoines d'un vert clair, les trèfles d'un vert sombre, étalent un grand manteau rayé, remuant des doux sur le ventre nu de la terre. Là-bas, au sommet d'une ondulation, en rangée comme des soldats, une interminable ligne de vaches, les unes couchées, les autres debout, clignant leurs gros yeux sous l'ardente lumière, ruminent et pâturent un trèfle aussi vaste qu'un lac. Et deux femmes, la mère et la fille, vont d'une allure balancée l'une devant l'autre par un étroit sentier creusé dans les récoltes, vers ce régiment de bêtes. Elles portent chacune 2 seaux de zinc, maintenus loin du corps par un cerceau de barrique, et le métal, à chaque pas qu'elles font, jette une flamme éblouissante et blanche sous le soleil qui le frappe. Elles ne parlent point. Elles vont traire les vaches. Elles arrivent, posent à terre un seau, et s'approchent des 2 premières bêtes, qu'elles font lever d'un coup de sabot dans les côtes. L'animal se dresse lentement, d'abord sur ses jambes de devant, puis soulève avec plus de peine sa large croupe, qui semble alourdie par l'énorme mamelle de chair blonde et pendante. Et les 2 malivoires, mère et fille, à genoux sous le ventre de la vache, tirent par un vif mouvement des mains sur le pic gonflé, qui jette à chaque pression un mince fil de lait dans le seau. La mousse un peu jaune monte au bord, et les femmes vont de bête en bête, jusqu'au bout de la longue file. Dès qu'elles ont fini d'en traire une, elles la déplacent, lui donnant à pâturer un bout de verdure intacte. Puis elles repartent, plus lentement, alourdies par la charge du lait, la mère devant, la fille derrière. Mais celle-ci brusquement s'arrête, pose son fardeau, s'assied et se met à pleurer. La mère malivoire, n'entendant plus marcher, se retourne et demeure stupéfaite. « Qu'est-ce que t'as » dit-elle. Et la fille céleste, une grande rousse aux cheveux brûlés, aux joues brûlées, tachée de sang comme si des gouttes de feu lui étaient tombées sur le visage, un jour qu'elle peinait au soleil, murmura en geignant doucement, comme font les enfants battus. « Je ne peux plus porter mon lait !» La mère la regardait d'un air soupçonneux. Elle répéta. « Qu'est-ce que t'as » Céleste reprit, écroulée par terre entre ses 2 seaux, et se cachant les yeux avec son tablier. « Ça me tire trop, je ne peux pas. » La mère pour la 3e fois reprit. « Qu'est-ce que t'as donc » Et la fille gémit. « Je crois bien que me v'là grosse. » Et elle sanglota. La vieille à son tour posa son fardeau, tellement interdite qu'elle ne trouvait rien. Enfin elle balbutia. « Te v'là grosse, manante, c'est-il bien possible ?» C'étaient de riches fermiers les malivoires, des gens cossus, posés, respectés, malins et puissants. Céleste bégaya. « Je crains bien que oui, tout de même. » La mère effarée regardait sa fille abattue devant elle et larmoyant. Au bout de quelques secondes, elle cria. « Te v'là grosse! Te v'là grosse !»
Où que t'as attrapé ça, roulure? Et Céleste, toute secouée par l'émotion, murmura. Je crains bien que c'est dans la voiture à Polyte. La vieille cherchait à comprendre, cherchait à deviner, cherchait à savoir qui avait pu faire ce malheur à sa fille. Si c'était un gars bien riche et bien vu, on verrait à s'arranger. Il n'y aurait encore que demi-mal. Céleste n'était pas la première à qui pareille chose arrivait. Mais ça la contrariait tout de même, vu les propos et leur position. Elle reprit. « Et que c'est qui t'a fait ça, salope ?» Et Céleste, résolue à tout dire, balbutia. « Je crains bien que c'est Polyte. » Alors la mère Malivoire, affolée de colère, se rua sur sa fille et se mit à la battre avec une telle frénésie qu'elle en perdit son bonnet. Elle tapait à grands coups de poing sur la tête, sur le dos, partout, et Céleste, tout à fait allongée entre les deux seaux, qui la protégeaient un peu, cachait seulement sa figure entre ses mains. Toutes les vaches, surprises, avaient cessé de pâturer, et, s'étant retournées, regardaient de leurs gros yeux. La dernière meugla, le mufle tendu vers les femmes. Après avoir tapé jusqu'à perdre haleine, la mère Malivoire essoufflée s'arrêta. Et reprenant un peu ses esprits, elle voulut se rendre tout à fait compte de la situation. « Polyte, si c'est Dieu possible, comment que t'as pu, avec un cocher de diligence? T'avais-tu perdu l'essence? Faut qu'il t'ait jeté un sort pour sûr, impropre à rien. » Et Céleste, toujours allongée, murmura dans la poussière. « J'y payais point la voiture. » Et la vieille Normande comprit. Toutes les semaines, le mercredi et le samedi, Céleste allait porter au bourg les produits de la ferme, la volaille, la crème et les œufs. Elle partait dès 7 heures, avec ses 2 vastes paniers au bras, le laitage dans l'un, les poulets dans l'autre, et elle allait attendre sur la grande route la voiture de poste d'Yvetot. Elle posait à terre ses marchandises et s'asseyait dans le fossé, tandis que les poules au bec court et pointu et les canards au bec large et plat, passant la tête à travers les barreaux d'osier, regardaient de leur œil rond, stupide et surpris. Bientôt la guimbarde, sorte de coffre jaune coiffé d'une casquette de cuir noir, arrivait, secouant son cul au trot saccadé d'une rose blanche. Et Polyte, le cocher, un gros garçon réjoui, ventru bien que jeune, et tellement cuit par le soleil, brûlé par le vent, trempé par les averses, et teinté par l'eau-de-vie, qu'il avait la face et le cou couleur de brique, criait de loin en faisant claquer son fouet. « Bonjour, mamselle Céleste. La santé, ça va-t-il » Elle lui tendait, l'un après l'autre, ses paniers qu'il casait sur l'impériale. Puis elle montait, en levant haut la jambe, pour atteindre le marchepied, en montrant un fort mollet vêtu d'un bas bleu. Et chaque fois, Polyte répétait la même plaisanterie. « Mazette, il n'a pas maigri !» Et elle riait, trouvant ça drôle. Puis il lançait un « Hucocotte » qui remettait en route son maigre cheval. Alors Céleste, atteignant son porte-monnaie dans le fond de sa poche, en tirait lentement 10 sous, 6 sous pour elle et 4 pour les paniers, et les passait à Polyte par-dessus l'épaule. Il les prenait en disant « C'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade !» Et il riait de tout son cœur, en se retournant vers elle,
pour la regarder à son aise. Il lui en coûtait beaucoup à elle de donner chaque fois ce demi-franc pour 3 kilomètres de route. Et quand elle n'avait pas de sous, elle en souffrait davantage encore, ne pouvant se décider à allonger une pièce d'argent. Et un jour, au moment de payer, elle demanda « Pour une bonne pratique comme mais, vous devriez bien ne prendre que 6 sous. » Il se mit à rire. « 6 sous, ma belle, vous valez mieux que ça, pour sûr. » Elle insistait. « Ça vous fait pas moins 2 francs par mois. » Il cria en tapant sur sa rosse. « Tenez, je suis coulant. Je vous passerai ça pour une rigolade. » Elle demanda d'un air niais. « Qu'est-ce que c'est que vous dites ?» Il s'amusait tellement qu'il toussait à force de rire. « Une rigolade. C'est une rigolade, pardi. Une rigolade, fille et garçon. En avant d'eux, sans musique. » Elle comprit, rougit et déclara. « Je ne suis pas de ce jeu-là, monsieur Polyte. » Mais il ne s'intimida pas, et il répétait, s'amusant de plus en plus. « Vous y viendrez, la belle? Une rigolade fille et garçon. » Et depuis lors, chaque fois qu'elle le payait, il avait pris l'usage de demander. « C'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade ?» Elle plaisantait aussi là-dessus, maintenant, et elle répondait « Pas pour aujourd'hui, monsieur Polyte. Mais c'est pour samedi, pour sûr, alors. » Et il criait en riant toujours « Entendu pour samedi, ma belle !» Mais elle calculait en dedans que, depuis 2 ans que durait la chose, elle avait bien payé 48 francs à Polyte. Et 48 francs à la campagne ne se trouvent pas dans une ornière. Et elle calculait aussi que dans 2 années encore, elle aurait payé près de 100 francs. Si bien qu'un jour de printemps, qu'ils étaient seuls, comme il demandait selon sa coutume « C'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade ?» Elle répondit « À votre désir, monsieur Polyte. » Il ne s'étonna pas du tout et enjamba la banquette de derrière, en murmurant d'un air content. « Et allons donc, je savais ben qu'on y viendrait. » Et le vieux cheval blanc se mit à trottiner d'un train si doux qu'il semblait danser sur place. Sourd, à la fois qui criait parfois du fond de la voiture. « Hue donc, cocotte! Hue donc, cocotte !» 3 mois plus tard, Céleste s'aperçut qu'elle était grosse. Elle avait dit tout cela d'une voix larmoyante à sa mère. Et la vieille, pâle de fureur, demanda « Combien que ça y a coûté, alors ?» Céleste répondit « 4 mois, ça fait 8 francs, pour sûr. » Alors la rage de la campagnarde se déchaîna éperdument, et retombant sur sa fille, elle la rebattit jusqu'à perdre le souffle. Puis s'étant relevée, « Y as-tu dit que t'étais grosse ?»« Mais non, pour sûr. Pour qu'est que t'y as point dit? Parce qu'il m'aurait fait repayer, peut-être ben. » Et la vieille songea, puis, reprenant ses seaux, « Allons, lève-t'es et tâche à venir. » Puis, après un silence, elle reprit. « Et puis, ne les dis rien, tant qu'il n'y verra point. Que j'y gagnions, ben, 6 ou 8 mois. » Et Céleste, s'étant redressée, pleurant encore, décoiffée et bouffie, se remit en marche d'un pas lourd, en murmurant. « Pour sûr que j'y dirai point.